Nous allons passer en revue la vidéo à Hélice, la voiture à hélice, la Citroën C1 Hélice. Vous avez été très nombreux à demander l'idée de base de cette vidéo. C'est juste qu'on a très envie de le voir. En même temps, est-ce que j'ai besoin de plus? Pourquoi on avait envie de voir ça? C'est parce qu'effectivement, en tant qu'amateur d'automobile français, vous êtes censé connaître la voiture et hélice de Marcel Leuillat. Il s'avère qu'un Français, Marcel Leuillat, s'est amusé il y a de ça quasiment 100 ans, 90 ans, à faire une voiture hélice. Alors j'y peux rien, c'est l'histoire. Ça s'est passé comme ça, je n'y peux rien. Quand tu es vendeur et créateur d'avions à la Première Guerre mondiale, tu as du travail, c'est pas le problème, bien sûr que tu as du travail. Le problème c'est que quand la guerre s'arrête, eh ben t'es au chômage comme tout le monde. Sauf que le mec, au lieu de se remettre en question, au lieu de se dire, je sais pas, je vais changer mon approche, je vais réfléchir à autre chose, bah non. C'est à ce moment qu'arrive l'idée assez incongrue dans la tête de Marcel de mixer les technologies de l'avion avec les voitures. Quoi? Après tout, ça marche bien pour les avions, il y a pas de raison que ça marche pas pour les voitures. Le truc qui est chiant, c'est quand les gens font les histoires incroyables à ma place, ça saoule en fait, et qui me pique mon travail. C'est-à-dire que c'est quand même exceptionnel qu'il y ait quelqu'un qui soit dit vas-y, je vais mettre un moteur d'avion sur une bagnole. Et c'est en 1919 que Marcel Leuillat va commercialiser il y a plus de 100 ans, première voiture, la Helica. Alors, nous sommes effectivement partis pour notre création, pour notre expérience, nous sommes partis de la voiture hélice la plus connue dans l'histoire, c'est effectivement la Helica. Alors, il y en a d'autres qui ont été motorisées par des hélices par Marcel Leuillat, il y a eu d'autres tentatives dans d'autres pays, ça reste la tentative la plus connue et la tentative la plus vendue, puisqu'il y en a eu 6, 7 exemplaires à peu près. Il l'avait mis à l'avant de la voiture parce que c'était à l'époque le plus simple. Il y a eu effectivement d'autres prototypes avec l'hélice à l'arrière, puisqu'effectivement à l'arrière, c'est quand même un peu plus malin. Effectivement, il a juste pris une hélice d'avion qu'il a collée sur une voiture. Ouais, alors... ça peut paraître être une idée de merde. Et c'est effectivement une idée de merde. C'est nul, c'est naze, tu vois, parce que pour toutes les raisons qu'on a expliquées, c'est une idée de merde. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte qu'à l'époque, c'est pas tant une idée de merde. Et c'est un peu ouf à dire, mais à l'époque, ce n'est pas tant une idée de merde. Le problème, c'est qu'on ne savait pas faire de gros moteurs qui soient faciles à faire rouler, parce qu'à l'époque, t'avais des machineries de l'espace, un peu comme on avait retrouvé dans la Bugatti Royale, alors on savait faire plus petit, mais on avait forcément des voitures qui étaient très, très imposantes. Problème, c'est que les gros moteurs posaient pas mal de soucis dans les voitures, et donc, on aurait bien aimé pouvoir motoriser une voiture avec un petit moteur. Sauf que vous vous en doutez, un petit moteur dans une voiture, ça fait un truc qui rame, ça fait un truc un peu tout naze. C'est un peu ouf à dire, mais à l'époque, c'était pas forcément déconnant, puisque au moins l'hélice, alors, avec tous les inconvénients que ça emmène, ça te permettait d'emmener la voiture à des vitesses assez raisonnables, et ça te permettait d'emmener la voiture avec une consommation et un entretien qui étaient très faibles. C'est-à-dire que c'était des voitures qui, mine de rien, étaient très économiques. Il va même fabriquer un modèle sport qui, avec son bicylindre de 40 chevaux, va atteindre 100 km/h 100 km/h dans ce truc avec un hachoir géant devant. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'on est en 1919 et 100 km/h en 1919, ça trace sa mère. Surtout quand tu vois la gueule du moteur. Le moteur est tout petit. Avec un tout petit moteur, t'allais vachement vite. Et ça, c'est cool. Marcel va quand même se permettre de faire un petit record de vitesse, puisqu'il atteindra 170 km/h dans sa dernière création, et le record a été fait à l'autodrome de Montlhéry. Comme quoi, ils accueillent vraiment n'importe qui. Ouais, on va y revenir à ça, justement. Bon, bah évidemment qu'on était obligé de le refaire, donc on l'a refait au plus proche de la Helica de Marcel Leuillat, avec le moteur à l'avant et l'hélice, évidemment. Et c'était aussi, effectivement, à la fin pour le passage avec Bob. Je sais pas si vous avez remarqué, du coup, mais effectivement, ce système-là, malgré tout, nous permet d'avoir une voiture qui a très peu d'éléments. Regardez le nombre d'éléments que nous avons dans la voiture. Il y en a très peu. C'est-à-dire que là, sous le capot, tu as un encombrement qui est bien moindre pour une voiture qui est capable de rouler aussi vite, quasiment. À la base, le concept de base, exactement comme celui qui est sur la vignette de la vidéo, c'était de mettre le moteur qui sort du capot, c'est-à-dire d'enlever le capot, et de mettre le moteur et l'hélice qui sort d'ici. Pour une raison assez évidente, c'était pas possible. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a déjà très peu d'espacement. Alors, c'est relatif bien sûr. Il y a déjà très peu d'espacement entre le bas de l'hélice et le sol. C'est-à-dire qu'à la base, on avait vraiment mis l'hélice toute droite, qui était posée au sol, et on l'avait un peu rehaussée. On avait gardé ça d'espace. Sauf qu'on s'est rendu compte, et à un moment on le voit un peu plus tard dans la vidéo, que quand l'hélice fonctionne, elle tire la voiture vers le sol en fait. Et donc, si on avait mis l'hélice plus proche, on avait peur que ça frotte au sol. Et c'est pour ça qu'aussi la structure a l'air assez
fragile, mais c'est fait pour, c'est fait exprès. En fait, si la structure est si faible, c'est pour qu'elle puisse se déformer un petit peu. En fait, le moteur crée énormément de vibrations, et donc le moteur peut vibrer sans tomber. Et en plus, ça nous permet de gagner du poids. Dans un second temps, pour des raisons scientifiques, nous allons quand même comparer notre création du jour à un véhicule standard, pas très noble, tu vois. Alors, Arthur, effectivement, vous remarquerez, a rajouté ceci la dernière fois qu'elle est passée à l'atelier. Maintenant, elle a un petit dessin de moteur avec 4, parce que c'est son 4e moteur. Alors, vous avez été nombreux à le demander, et effectivement, ce n'est pas montré dans la vidéo, puisqu'on ne pouvait plus vraiment ouvrir le capot. Il n'y a plus le moteur à l'intérieur. C'est-à-dire que cette voiture a été totalement dépossédée de son moteur. C'est-à-dire que dessous, c'est intégralement vide. Je voulais qu'on le mette à l'écran. Le problème, c'est que ça n'a pas été possible parce que le capot avait beaucoup de mal à s'ouvrir. Ce moteur-là que vous voyez là-haut est effectivement un moteur qui est quasiment identique à celui d'origine. Celui d'origine est à 3 cylindres, 1 litre, qui fait à peu près 68 chevaux et une petite centaine de newton-mètres. Ici, nous avons un moteur 2 temps, donc c'est la nuance principale. Ce n'est pas un moteur 4 temps, c'est un moteur 2 temps qui fait 500 cm3, donc moitié moins, c'est tout petit. Et c'est un moteur bicylindre, ce n'est qu'un 2 cylindres. Néanmoins, sachant que nous avons un moteur 2 temps, il produit quasiment la même puissance. Donc ici, on avait entre 62 et 65 chevaux. On en avait un tout petit peu moins. Mais on avait quasiment la même puissance, on n'avait pas les mêmes valeurs de couple et on n'avait pas la même démultiplication non plus, puisque tu ne peux pas... Comme tu es branché... En fait, alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme on est branché directement au vilebrequin du moteur 2 temps, en théorie, si ton moteur tourne à 6000 tours minute, ton hélice tourne à 6000 tours minute. Sauf que ça fait beaucoup trop vite. Donc en fait, tu as une espèce de petite boîte là, qui est une sorte de démultiplicateur qui permet à l'hélice de tourner moins vite, mais d'embarquer plus de couple. Donc ça, tu vois, en fait, c'est une sorte de mini boîte de vitesse. Anecdote qui n'est pas restée au montage. L'ULM dont cette hélice et ce moteur proviennent est un ULM qui appartenait à l'armée de terre. Alors ça, on n'a pas compris. C'est un ULM réformé. Donc, il date, hein. L'ULM dont ça vient, il date des années 70. Hein. Tu tires dessus sans mettre les doigts dedans. Alors, tu m'as dit qu'il fallait le starter. Ça y est, il est mis. Là, il est à fond, là. Donc, c'est un moteur de temps. C'est un moteur qui a un lanceur. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait le lancer à la main. Alors, je pense que vous avez envie de vous foutre de ma gueule. C'était atrocement compliqué. Mais genre, vraiment, c'est atrocement dur. Non mais on se rend pas compte, en fait la compression elle est folle. Ce que vous voyez là est une réaction naturelle. Voilà. C'est terrifiant. Mais c'est terrifiant. On va juste rappeler quelque chose, c'est qu'à un moment va falloir sortir pour enlever le starter. Alors, on se rend pas compte, en ressenti de dehors, c'est vraiment, comment dire, ça fait excessivement peur. Vous avez un hachoir géant qui tourne. Ça fait un bruit de folie et surtout c'est extrêmement proche. Attends, il est où le carburant? Dans le réservoir? Ouais, alors évidemment, hein, la fabrique a fait un super travail. Qui a vraiment adapté le moteur à hélice pour que ce soit parfaitement fit, tu vois, ça rentre parfaitement à l'intérieur. On part. Bah regarde. Et évidemment, ça se commandait avec les pédales du véhicule, c'est-à-dire que t'as l'accélérateur et le frein exactement au même endroit, c'est exceptionnel. Et en fait, c'est ça qui est ouf. Quand tu enlèves le frein à main, la voiture avance, tout simplement. Parce que là, bah, t'as quand même de l'avancement, tu vois. Alors Alan qui a fait un super travail au son, puisqu'on entend quand même nos voix malgré le bruit assourdissant. Voilà. Alors, en fait, on se rend pas compte. C'est pas vraiment le moteur qui fait du bruit. Bien sûr, le moteur fait un bruit de fou. En fait, l'hélice, en tournant et en fendant l'air, elle fait un bruit de fou furieux. Et c'est là où on s'est fait baiser la gueule en termes de son. C'est que dès que tu mets du gaz, tu te rends pas compte que c'est l'hélice. Et plus tu vas vite, plus ça fait du bruit. Regarde, regarde, regarde. Là, on l'a vu. C'est ce que je vous disais en tout début d'épisode. On le voit un tout petit peu et on le voit un peu plus tard. En fait, quand on met du gaz, la voiture, elle plonge du nez. Regarde. Regarde. Hop. La voiture, elle se cabre en fait. La voiture, elle pousse sur l'avant. On le voit un peu mieux après. Il se passe rien. Là, je suis à fond. Il se passe rien. Il se passe rien. Je sais pas si vous avez remarqué un détail, mais regardez bien Arthur, qui pour l'instant a de la voix. Mais personne ne l'a remarqué en commentaire. Mais pour l'instant, la voix d'Arthur, elle est normale. Tu vas voir après. Le bruit que ça faisait. Oui, en fait, oui. Et là, voilà. Ça, c'est une réaction sincère. Je n'exagère pas. C'est une réaction sincère. Ça fait juste extrêmement mal aux oreilles. Mais c'est extrême. Sans, hein.
Alors oui, il y a aussi un autre effet. L'hélice tourne dans un sens. Alors ça, on s'en rend pas compte, mais l'hélice tourne dans un sens, ça fait basculer légèrement la voiture dans le sens où elle tourne. C'est pour ça que là, je lâche le volant une seconde et on se rend pas compte que la voiture, elle bascule parce qu'en fait, l'hélice, elle a une tendance à ramener la voiture sur un côté. Alors effectivement, comme dit le chat, c'est effectivement pour ça qu'il y a une queue sur les hélicos et les avions. C'est pour le maintenir droit et nous, on n'avait pas ça. Donc forcément, la voiture, elle braque toute seule. C'est un autre problème. Pourquoi la porte ouverte? Parce que on n'a plus la ventilation à l'intérieur, comme on n'avait ni électricité ni moteur. Donc on avait pas mal de buées qui se formaient. Et surtout, on avait des retours de gaz d'échappement, parce que le gaz d'échappement était au-dessus de la porte. Et on avait des retours à l'intérieur, donc ça avait une petite tendance à puer à l'intérieur. J'étais en train de me dire, Ouais, c'est... super content de réussir à battre un record vieux de 100 ans. Alors, effectivement, on le précise à un moment, donc au début dans l'intro, Marcel Leuillat a établi un record à l'autodrome Utak-Linas-Montlhéry. Il a établi un record à 170 km/h, 170 km/h relevé au chronomètre, donc 170 sur une moyenne sur un tour. Vous avez été nombreux à dire, pourquoi on battrait pas le record? Écoutez, pour l'instant, ce n'était pas dans le cahier des charges, ce n'était pas dans la liste. Si vous avez vraiment envie qu'on le fasse, ça nous ferait un peu rire. Après, il faut aussi que l'autodrome Utak-Linas-Montlhéry soit d'accord. On va avoir, je pense, un gros problème en termes de son. C'est limité, je crois, à 100 décibels ou à 95 décibels. Et on est largement au-dessus, on doit être à 120 décibels. Donc je pense qu'en termes de son, ça ne passera pas. J'ai aussi une autre peur, c'est dans le banking, dans le virage incliné, qu'est-ce qui se passe si l'hélice, elle touche le sol? Tu vois, il faut vraiment sécuriser à la mort. Mais si on en a l'opportunité, j'avoue, ça me fait rire. Donc même sur du verglas, Et oui. sur de la neige, tu peux repartir. Est-ce que t'es plus conditionné? Et oui, en fait, tu n'as plus le problème d'adhérence des pneus, puisque ce n'est plus lié aux pneus, c'est lié à la masse entière du véhicule. Donc c'est vrai que si on était sur de la glace, il y a un moyen que ça fonctionne. Regarde, tu vois, là on le voit bien. Regardez l'avant, là, hop, t'as vu comment elle s'enfonce la voiture? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte d'un truc. C'est que tout à l'heure, on a tapé le 100 quelque chose. 108 GPS. Attends, tout à l'heure, il a affiché 108. Et oui, Le vent. il y a un vrai problème avec la voiture hélice qu'on a oublié dans la voiture thermique classique. C'est qu'il faut prendre en compte le vent. Si il y a du vent contraire, tu l'as dans le cul, tu vas moins vite. Et voilà. Un bon 112, hein. Alors, oui, effectivement, la fin de la piste est là, hein. La fin de la piste est au cône. C'est-à-dire que... là, c'est la fin de la piste. Alors, vous êtes nombreux à demander la consommation du véhicule. Très sincèrement, je n'en ai aucune foutue idée. Il faudra qu'on le refasse parce que je n'ai aucune idée de ce qu'on a tourné, tu vois. On l'a rempli une fois, mais en fait, on est parti, on avait 40 litres d'essence. On l'a pas utilisé quand même à hauteur de 40 litres. Et si on n'avait pas de casque, c'est parce qu'on les avait pas prévus, parce qu'on n'avait pas compris. On n'avait pas compris que le son était exponentiel avec la vitesse. On n'a pas compris que le son venait principalement de l'hélice et que plus tu vas vite, plus ça fait du bruit. Et en fait, les seules fois où elle a été essayée lors de sa fabrication, c'est à l'arrêt total. Et elle faisait beaucoup de bruit, mais on se disait ça va. Tu vois, par exemple, j'ai déjà fait de l'ULM. En vrai, si, ça fait du bruit de l'ULM, mais t'as un casque. C'est vrai, ok. Ok, je reconnais que j'aurais juste pu réfléchir. Je vous l'avoue, ça va, je suis pas là pour réfléchir non plus, hein. Donc si tu jettes un truc depuis Voilà, ici, forcément, les réflexions de singe. rien dessus. Ouais, parce qu'il y a le carnet de bord qui... Alors, When you try your best but you don't succeed. effectivement, ça fait tellement de vent que tout ce qui est léger, ça le dégage. Voilà. Alors, on a l'impression que je suis vachement prêt. Je ne suis pas si prêt que ça, rassurez-vous. Je suis débile, mais pas à ce point. 2 seconds later. Ouais, alors, ok, effectivement, vous disiez, c'est super dangereux, Sylvain. Déjà, t'es super prêt. Bon, là, je me suis rapproché. Ok. Voilà. Alors, je tiens à vous débunk un truc. Au montage, on n'entendait pas le bruit. C'est-à-dire que le bruit que vous entendez là, on l'entendait pas à la piste montage. En vrai, en IRL, donc en réalité, hein, ça a fait un bruit de fils de... Mais ça a tapé. Mais alors, on a eu ultra peur et on a l'impression en fait que les réactions, elles sont totalement overreact. On a l'impression qu'on réagit de ouf. Et c'est pour ça qu'on a, et je suis désolé, on a remis un son par-dessus. On l'a pris, on l'a amplifié, on a remis le son. Parce qu'à la base, on n'entendait juste rien. Pourquoi tu achètes pas la piste? Tu sais combien ça coûte une piste? Alors, on avait fait le calcul avec les gens qui nous louent la piste. La personne en charge sur place qui s'appelle Gaël, qu'on embrasse, qui est très gentil avec nous. Une piste comme celle-ci là, à peu près, faut compter des centaines de millions. C'est-à-dire, c'est pas des millions, c'est centaines de millions. Une piste comme ça, il y en a entre 2 et 300 millions.
Alors effectivement, la C1 a des reflets bleus alors que à certains endroits elle est noire et à certains endroits elle est bleue. C'est parce que comme nous avons travaillé dessus et qu'il y a des choses qui ont été soudées sur les ailes, la voiture a été préparée. Donc il n'y avait plus de peinture. La voiture n'avait plus de peinture. Donc on s'est retrouvé à plusieurs endroits à l'avant. Et la seule bombe de peinture qu'on avait à disposition qui ressemble à peu près, on pensait que c'était la même teinte, on s'est trompé. C'était une sorte de bleu foncé qui au soleil ressort. Quand t'es à l'ombre, ça se voit pas. Et on s'est rendu compte qu'en plein cagnard, en fait, ça se voyait un peu. Bon, disons que c'est un impair. Évidemment, alors c'était tout l'intérêt de ce concept. Un concept qui reviendra sur d'autres moyens de motorisation. Je voulais absolument faire la comparaison avec une C1 normale, savoir si on a upgrade ou pas. Alors, je vous invite à partir de ce moment à écouter Arthur. Arthur, tu as oublié peut-être, mais c'est toujours aussi chiant ici, vraiment. Moi, je viens de démarrer mon moteur et j'arrive encore à parler. En fait, ça fait tellement de bruit. On a tellement hurlé qu'on a tous perdu de la voix. Alors, je suis le seul à pas avoir perdu de la voix parce que j'ai l'habitude de hurler. Mais eux qui n'ont pas l'habitude de hurler... Depuis 5 minutes, je suis prêt. Depuis 5 minutes. Ouais, la claque, hein. Là, alors, je trouve qu'on se rend pas assez compte en termes d'image. On s'est fait démonter. Là, je m'égaze 1000 fois avant. Hein. Là, il a pas bougé. Et là, il m'égaze. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment 3 bonnes secondes d'avance au gaz. Vraiment 3 bonnes secondes. C'est pas truqué, hein. Ce n'est pas accéléré, c'est pas... on a le bruit de nitro de Need for Speed où t'as l'impression que c'est truqué. C'est vraiment image réelle, hein. Alors ça, c'est un plan qui n'est pas resté au montage parce que c'était trop long et parce que nous ne sommes pas arrivés à nos fins. Normalement, il y avait une partie supplémentaire à la base puisque à partir de là, donc Arthur nous ramène au camp en poussant. Et on s'est rendu compte d'un truc. Regardez bien l'hélice, là. Regarde. Elle tourne. En fait, on le voit un petit peu, mais l'hélice, quand Arthur nous pousse, elle tourne. Et en fait, là, on va déjà pas vite. Et on a commencé à se rendre compte que quand Arthur poussait la voiture, l'hélice qui a une incidence qui est faite pour fendre l'air, donc l'hélice actionne l'air, mais en échange est actionnée par l'air. Et en fait, on s'est rendu compte que quand Arthur poussait à bloc, l'hélice, elle commençait à tourner. Et elle commençait à tourner au point où on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait pas démarrer le moteur avec la voiture qui nous pousse derrière? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a essayé, et ça a duré une bonne demi-heure, Arthur nous poussait derrière avec la C1, et on a essayé de démarrer le moteur juste en se faisant pousser. Et on était à ça. C'est-à-dire qu'en vrai, notre problème de démarreur, parce que vous remarquez qu'effectivement, nous avions un problème de démarrage. Notre problème de démarreur aurait pu être solutionné par une autre voiture qui nous pousse. Alors, c'est oui, effectivement, vous le relevez dans le chat, effectivement, c'est pas le moyen le plus intelligent de démarrer sa voiture, puisqu'effectivement, il faut une autre voiture à moteur classique. Mais on aurait pu. On était à ça. Il est mort dans l'indifférence générale. Oui, Marcel Loya est mort dans l'indifférence générale. C'est une histoire vraie maîtrise. Marcel Loya était déjà pris à l'époque pour le fou du bus, hein, littéralement. Marcel Loya est mort dans Ben, on s'en branle. Voilà. On a passé en revue tous les défauts, sauf le principal. Alors, effectivement, nous sommes des enfants. On s'est beaucoup posé la question avant de faire ce plan, pour plusieurs raisons. Déjà, on avait peur de savoir si ça passait sur YouTube ou pas. Tu as quand même un contenu qui est relativement choquant. T'as des os, t'as du sang, t'as des organes. Alors, bien sûr, tout est factice, hein. Ce n'est même pas des trucs d'origine animale, c'est 100% des trucs d'origine pétrole. D'ailleurs, vous n'avez pas le réel. Il sentait la mort. Il sentait le produit chimique. Deuxièmement, on avait un peu peur pour une bonne raison, c'est qu'on s'est dit, est-ce que ça apporte réellement quelque chose à la vidéo? Sachant que ce plan a coûté un certain prix. Pour votre information, c'est un mannequin qui vient directement des États-Unis. Ce n'est pas vendu en Europe. Il n'y en a pas. Il y a plusieurs fabricants aux États-Unis, notamment un qui est connu et donc il vient de ce fabricant-là. Ça s'est livré assez rapidement. Ça se livre en une grosse semaine. Effectivement, c'est 4 000 € hors taxe, hors livraison. Donc c'est extrêmement cher. En plus de ça, il n'a pas les jambes puisque les jambes, c'est encore 4 000 balles. C'est-à-dire que 4 000 balles, c'est juste le haut du corps. En plus de ça, pour votre information, c'est quelque chose qui se garde au frigo. Bob ne supporte pas le soleil, c'est bien marqué. En fait, t'as une petite notice quand tu l'achètes. Déjà, Bob est extrêmement dérangeant quand tu es à côté de lui. Comme il est justement bien fait, ça s'appelle la Uncanny Valley. C'est-à-dire qu'il est très très proche d'être vraiment la copie conforme d'un humain, mais
Pas tout à fait. Et du coup, il est très dérangeant. Alors là, on le voit pas. Bob a des tétons. Il y a 2 petits tétons qui pointent. Très dérangeant. Je me demande pourquoi ils ont fait des tétons. Genre vraiment, il y avait pas besoin. Vous pouvez également, je vous le précise ici, vous pouvez également choisir la couleur du sang qui est à l'intérieur. Il vous propose 3 couleurs. Donc t'as rouge, bleu et vert. Et en option, tu peux avoir d'autres couleurs. 6000 balles la scène. Mais en même temps, c'était la question qu'on se posait. C'est la vraie grosse question qu'on s'est mise en tête. T'as envie de voir. Il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de travail pour fabriquer la voiture Elise, pour trouver les idées, pour échanger ensemble, pour la fabriquer, pour acheter la C1, pour la produire, pour le montage, pour le son. Le truc que tu as envie de voir, c'est est-ce que le principal inconvénient est bien catastrophique? Tu as envie de voir. Et donc, en vrai, oui, c'est énormément d'argent. Ça fait incroyablement chier de mettre ce prix-là. Mais tant qu'à faire tout ce travail, il faut aller jusqu'au bout. En fait, on s'en voudrait, et Arthur et Joseph sont assez d'accord avec moi, et d'ailleurs toute l'équipe, hein, que ce soit Anaël et toute la team, on est tous assez d'accord pour dire que ça serait extrêmement dommage. Tu fais tout le boulot, et tu ne mets pas le truc que tu as envie de voir. On s'est posé la question, quelle était la meilleure façon de trancher Bob? Parce que c'était là aussi le truc. Alors, à la base, on voulait arriver vers 50 km/h. Le problème, c'est qu'on s'est dit, si ça se trouve, la voiture va aller trop vite et va plutôt percuter Bob. Et on voulait pas percuter Bob. On voulait le hacher. Donc, c'est les gars de la fabrique qui ont dit, en vrai, il faudrait plutôt être à la vitesse la plus basse possible, mais à l'hélice la plus rapide possible. Donc c'est pour ça que là, en fait, j'ai du frein à main et le moteur à fond. Donc là, j'ai la rotation maximale et la voiture qui va au moins vite. Ouais, alors, oui, je vous ai pas dit. Attention, Bob va bien. Je trouve la scène vachement décevante. Le crâne de Bob était un peu dur parce que le crâne de quelqu'un, c'est un peu dur. Et en fait, le crâne de Bob a cassé l'hélice. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, sur le passage d'après, on voit que le petit tabouret a accompagné le mouvement. Mais en fait, le crâne de Bob, de toute façon, aurait enculé l'hélice. Alors c'est vrai que le tabouret n'a pas aidé, malheureusement. Donc disons que c'est à moitié-moitié. On s'était posé la question d'une hélice en acier. Hélice en acier, c'est dur à trouver. Hélice en acier, le problème, c'est que ça nous aurait mangé beaucoup de puissance. C'est plus lourd, ça a plus d'inertie. Donc l'expérience aurait été un peu plus décevante avant. Alors Bob a effectivement eu mal au crâne, hein. Il a un trauma crânien, rassurez-vous. Bob va pas fort. Voilà, on va pas se mentir. Effectivement, Bob a eu un petit ravalement de façade. Alors ça, c'est de la chirurgie esthétique à pas cher. Donc effectivement, il y a le nez qui est parti. Il y a un petit bout de la lèvre et il y a le téton. En fait, ça lui a coupé un téton. Ensuite, t'as le deuxième coup qui lui est tombé sur l'arcade. Et là, on le voit hein, encore une fois. Le premier coup sur l'arcade a juste cassé l'hélice, hein, tout simplement. Et le deuxième coup qui vient là. Ah là, tu vois, on le voit la cassure, hein, c'est bien la tête à Bob qui casse l'hélice. Hein. Alors bon, vous voulez une phrase dégueulasse? Quand on mettait la main dans le trou, on pouvait ressortir pas la bouche. Allez, voilà. Autre problème, nous avons eu un souci. Il s'avère que nous avions au tableau de bord, regardez bien, il y a un bouton avec en gros, hein, on-off, tu vois, off. Donc là, on est en on, le moteur tourne. Joseph le bascule en off, on est d'accord, ça s'arrête. Hein. Off. En fait, le moteur ne s'arrête plus. Le moteur, il a un régime de ralenti qui a été réglé. Donc, il a une manette des gaz qui est relativement ouverte. Sauf que ce ralenti est réglé par rapport à un moteur qui tourne avec l'hélice. Donc, avec de l'inertie. Sauf que, comme vous l'avez remarqué, l'hélice n'est plus là. Et donc, le moteur, en régime de ralenti, il tournait vachement vite si t'enlèves l'hélice. Ce bouton de on-off vient commander l'allumage. C'est-à-dire que ça coupe l'allumage. Normalement, les deux bougies n'ont plus d'électricité. Ce qui se passe là est techniquement impossible. D'accord? Il n'y a plus d'allumage. Sauf qu'en fait, sans l'hélice, et vu qu'on était à bloc en termes de régime, le moteur s'est auto-alimenté. En fait, le moteur tournait déjà tellement vite et il avait tellement plus rien à entraîner que le moteur s'est auto-alimenté en électricité. Alors là, on se rend pas compte, mais là, ça a été vraiment coupé. Il y a eu 10 bonnes secondes où on savait plus quoi faire. On s'est tous regardés en se disant, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu peux pas le caler avec une boîte de vitesse puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Tu peux même pas aller le taper dans quelque chose, tu vois, puisque l'hélice n'entraîne plus le véhicule. Donc en gros, il y avait deux moyens. T'avais soit couper l'arrivée d'air, c'est-à-dire mettre sa main
devant l'arrivée d'air. Sauf que la main, voilà, l'arrivée d'air, elle est au niveau du filtre à air qu'on a regardé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est ici, l'arrivée d'air, c'est-à-dire à côté de l'hélice. Ou alors couper l'essence, effectivement, on aurait pu arracher la durite d'essence, c'est-à-dire sortir et arracher la durite d'essence qui passe, regardez, donc on la voit ici, elle transite ici et elle redescend en bas. Il y a la troisième solution, effectivement, le moteur a un starter qui augmente le débit d'essence. Non. En théorie, ça augmente pas le débit d'essence puisque là on était déjà à fond, mais ça ferme un volet d'air. Donc l'idée c'est que tu mets plus d'essence pour moins d'air. Donc ça tire sur l'accélérateur et ça ferme l'arrivée d'air. Et donc effectivement quand Joseph a coupé, enfin enclenché le starter, il a juste fermé l'arrivée d'air et donc il l'a étouffé. Et bah c'est ce qu'on a ici en fait, c'est qu'il l'a étouffé. Et... Oh, les couilles de Joseph! Voilà, les couilles de Joseph. Savoir si c'est une paire de couilles ou juste fallait que ça s'arrête. Ne paniquez Alors, pas! on n'arrêtait pas de lui mettre des petites claques. C'est très dérangeant et tu lui mets des petites claques et sa tête elle fait blablabla. Du coup, vous mettez des grandes tartes dans la gueule. C'était un peu drôle. Tu mets des grandes calottes comme ça, on faisait... Pour votre anecdote, ce Bob se trouve actuellement dans le congélateur de la maman d'Alan, puisque nous avions en tête de faire un projet qui soit la suite. Vous connaissez les moteurs à hélice, vous connaissez la suite des techniques des moteurs à hélice, les moteurs à réaction. Et étant donné qu'on voulait reprendre un autre Bob, Bob 2, Bob V2, Bob bis, Bob le retour, et en fait on s'est rendu compte que ce Bob là en soi, il va quoi. Donc là actuellement t'as les plats Picard dans le congèle et puis t'as Bob à côté. Alors on ne sait pas si Bob survivra au congélateur. Normalement faut pas les mettre au congèle. On a essayé. De toute façon c'était soit la poubelle, parce que là en soi comme je vous disais ils se conservent pas. Faut les garder au frais et ça se conserve 3 semaines. Peut-être qu'il est mort, on verra. On l'ouvrira avant, on regardera. Et s'il est mort, et on en rachètera un autre. Il y aura Bob 2. Et puis s'il est pas mort, il reviendra. Et oui, scène extrêmement dérangeante à la fin où effectivement Bob dégoulinait un peu de sang bleu et que Bob, pour le garder et aller le foutre dans le congène de la maman d'Alan, qu'on embrasse d'ailleurs, hein, merci à la maman d'Alan, il a fallu l'emballer. Donc on l'a emballé dans des sacs plastiques, littéralement tel Jeffrey Dahmer. Hein. En fait ça se voit, tu sais, t'as des sacs poubelles et à l'intérieur tu vois qu'il y a un bonhomme. C'était horrible. Et quand on l'a transporté en bagnole, on s'est dit, imagine tu te fais arrêter par les flics. Va expliquer, tu sais. Alors, je vous jure, c'est un faux. Alors, évidemment, tu leur montres, ils sont pas fous. Tu leur montres, ils vont te dire oui, d'accord. Mais le truc, c'est que, en fait, ça se voyait que c'était un bonhomme. Vous avez été nombreux à poser la question. Il manque les ailes. Ça ne vole pas, ok? La forme de la voiture, le poids de la voiture, parce que la voiture est très lourde. Ça me fait d'ailleurs penser à un autre truc. Beaucoup de gens ont dit, il faut que tu l'emmènes faire du drift, comme on dit avec Yann Le Jossec. En fait, les performances sont tellement faibles qu'en l'état, c'est impossible de la faire drifter. C'est impossible. Par contre, effectivement, vous avez été nombreux à dire, oui, va voir la vidéo d'Amixem. Dans la vidéo d'Amixem, effectivement, on voit des Anglais qui prennent une reliante Robin, donc les voitures à 3 roues, et qui la tractent avec un câble et avec un pick-up, et qu'ils la font décoller avec une hélice d'hélicoptère. On regarde. Je dis pas que on va le faire, je dis pas que c'est physiquement possible, parce qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Vraiment, il y a très très peu de chances que ça fonctionne. J'attire votre attention sur un truc qui est réel et sur un truc sur lequel on ne jouera pas. Normalement, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de fabriquer un avion et de le faire voler. Tout ce qui vole par ses propres moyens est interdit en France. Donc ça sera, je pense, le truc qui fera que cette vidéo n'existera pas, c'est la légalité. Après, on est en train de se renseigner. La loi n'est pas la même si le véhicule ne vole pas par ses propres moyens. C'est-à-dire si le véhicule est accroché et tracté par un autre véhicule, normalement, c'est pas la même loi. C'est-à-dire que normalement, si on a une voiture avec des ailes sans moteur, c'est-à-dire qu'on ne vole pas par nous-mêmes, et qu'on est tracté par un autre véhicule, normalement, ça rentre. Si jamais la législation de faire voler la voiture est contre nous, on prendra pas le risque parce que c'est trop cher payé. En fait, je vais arriver au tribunal et ça me fait chier. Voilà, très sincèrement, ça m'emmerde. J'ai pas envie, j'ai la flemme.